Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon été. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. La bienvenue tout particulièrement sur le dernier épisode de la capsule d'été de cet été 2022, capsule lors de laquelle j'ai souhaité proposer à des auditrices, à des auditeurs, à des podcastrices et des podcasteurs de venir partager un sujet, le sujet de leur choix. Donc je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité, puisque si j'en juge au nombre d'écoutes, vous avez vraiment apprécié, ainsi qu'à vos retours. Je remercie beaucoup à tous ceux qui sont prêtés au jeu, donc les auditrices et auditeurs, pour qui c'était parfois un peu compliqué de passer derrière le micro. C'était vraiment un acte courageux, audacieux, et ils l'ont fait. Et ils ont adoré. Donc c'est 19 épisodes spéciaux qui ont été diffusés cet été. Le dernier étant diffusé aujourd'hui. Donc encore une fois, merci pour votre écoute. Et puis, avant de vous laisser, je voulais vous dire et de reprendre le rythme normal de la rentrée. Vous savez combien c'est important que vous puissiez noter et commenter le podcast pour contribuer à son développement, si ça vous plaît. C'est une façon aussi de me remercier et de remercier ceux qui passent sur le podcast. Alors, sur Spotify, vous pouvez mettre des notes. Sur Apple Podcast, vous pouvez ajouter un commentaire. Et souvent, on me dit, mais qu'est-ce que je peux mettre en commentaire ? Eh bien, dites-moi simplement, pourquoi est-ce que vous écoutez le podcast ? Et qu'est-ce que ça vous apporte ? Tout simplement. Et allez-y, mettez-le en commentaire. En attendant, je vous donne rendez-vous donc dès demain, avec 1er septembre, donc avec la reprise des interviews classiques, et dès lundi, 5 septembre, avec la reprise du podcast Minute du lundi, podcast dans lequel je partage chaque lundi des bonnes pratiques à mettre en œuvre très concrètement dans la semaine. Je vous laisse en compagnie de Camille Vincent Genot qui clôture cette capsule en beauté, et je vous souhaite une bonne rentrée. Bonjour Camille. Bonjour Delphine. Merci d'être là aujourd'hui avec moi. Camille, tu es une auditrice du podcast de longue date et oui. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui donc pour cette dernière capsule de l'été. Donc tu fermes les capsules de l'été 2022. Je vais te laisser te présenter pour commencer. Oui, bien sûr. Donc je suis Camille Vincent Genot, je suis psychologue du travail de formation. Et après avoir travaillé une bonne dizaine d'années en tant que responsable RH, j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Optimize Conseil avec Raphaël Pili il y a 7 ans maintenant, autour de notre conviction, de notre envie de faire en sorte que chacun se trouve sa place dans une organisation et s'épanouisse dans son travail. Et puis de fil en aiguille, en fait, on a beaucoup travaillé avec les managers. Donc aujourd'hui, on est vraiment spécialisé sur l'accompagnement des managers. D'accord. Merci pour cette présentation. Et aussi, comme tu écoutes le podcast, tu as peut-être 1 ou 2 épisodes que tu souhaites nous recommander, en tout cas sur lesquels tu as particulièrement accroché. Oui, alors comme tu l'as dit, c'est vrai que moi, je suis une auditrice fidèle depuis le début. Et les épisodes sur lesquels moi j'ai particulièrement accroché, c'était l'épisode, c'était la première saison, il me semble, les épisodes de Mathilde Lecause de chez Mazars. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi l'épisode sur les modèles mentaux de Béatrice Rousset. Ouais, c'est ça. Alors, elles sont toutes les deux repassées sur le podcast. Je sais pas si tu as écouté. Oui. Mathilde est passée récemment sur les enjeux 2022 et Béatrice sur le tort de l'organisation, le TORE, ce qui signifie la raison d'être. C'est aussi les épisodes, d'ailleurs, celui de Béatrice que j'ai rediffusé cet été parce qu'il a eu beaucoup de succès. J'ai vu ça. Donc voilà, je peux conseiller aux gens de les écouter. Alors maintenant, on va passer au sujet que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui pour clore cette capsule. Quel est ton sujet ? Alors le sujet que je voulais aborder, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Optimize, ce qu'on appelle celui de l'expérience manager. C'est vrai que aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience collaborateur, on a parlé d'expérience client, on parle d'expérience candidat dans le recrutement, mais finalement, cette thématique d'expérience manager, elle est très peu ou trop peu abordée et c'est celle qui nous préoccupe, qui me préoccupe en ce moment. Alors, je ne sais pas si tu veux que je te donne une définition de ce qu'on met derrière. Oui, j'allais dire, qu'est-ce que c'est pour toi l'expérience manager ? Pour moi, l'expérience manager, c'est un peu comme l'expérience collaborateur, hein, c'est la symétrie, c'est l'ensemble des moments clés que le manager va vivre dans son organisation à partir du moment où il prend son poste de manager, soit il est recruté en tant que manager, soit il évolue à un poste de manager, jusqu'au moment où il va partir de l'organisation.
Et si ces moments clés qu'il vit, s'ils sont cohérents avec l'image de l'entreprise et avec ce qu'on lui a promis, s'ils sont accompagnés, s'il se sent soutenu, et à ce moment-là, il va vivre une expérience manager qu'on pourrait appeler positive. Et notre pari, et notre observation aussi sur le terrain, c'est de se dire que finalement, si le manager il est épanoui dans son rôle de manager, s'il est à sa place dans son rôle de manager, alors il va contribuer à une expérience collaborateur positive. C'est-à-dire qu'alors il va pouvoir être en mesure de mettre en place des choses en faveur de la qualité de vie au travail des collaborateurs. Et finalement, notre parti pris, voilà, c'est plutôt de prendre soin de ses managers, voilà, de s'occuper de l'expérience manager pour, in fine, que l'expérience collaborateur puisse être positive. Ouais, donc c'est très juste parce qu'en fait, on s'occupe beaucoup on s'occupe. Certaines entreprises s'occupent de l'expérience collaborateur, mais le parcours manager. Et donc, quand tu dis, pour toi, les points clés, est-ce que ça va être des points de friction? Est-ce que ça va être des points, des moments, en fait, classiques de prise de poste et ensuite d'évaluation? Je sais pas. Quels sont, selon toi, selon vous, ces moments qui sont charnières? Ces moments clés, alors c'est évidemment la prise de fonction. Il y a encore trop peu de managers qu'on accompagne au moment où on les fait évoluer en tant que manager. Or, pour avoir interviewé plusieurs managers, finalement, même ceux qui ont bénéficié d'études dans une école de management ou dans une école de commerce disent que finalement, il y a très peu de formation, de cours en fait initial au métier de manager, et que tant qu'on n'est pas confronté à l'expérience managériale sur le terrain, il y a pas tellement d'apprentissage en soi en fait. Et puis moi je trouve qu'il y a beaucoup de managers du coup qu'on envoie dans cette fonction entre guillemets, qu'on fait évoluer vers cette fonction, mais qu'on n'accompagne pas forcément, justement, on les forme pas forcément à tous ces moments clés, ces postures qu'ils vont devoir adopter. Oui. La prise de fonction, voilà, elle est essentielle. Et après, les autres moments clés, c'est à la fois les moments qu'il va vivre lui en tant que manager, donc ses entretiens, tous ses rendez-vous managériaux, ses entretiens one-to-one avec ses collaborateurs, que ce soit le recrutement, les entretiens annuels, des entretiens de motivation. Voilà, c'est tous ces moments qu'il vit en tant que manager, et c'est tous ces moments qu'il va vivre en tant aussi lui que collaborateur, parce que on oublie souvent que les managers sont des collaborateurs comme les autres. On a un peu cette sensation, si tu veux, on fait souvent le parallèle entre l'éducation et le management, et on a un peu cette sensation qu'à partir du moment où un manager est promu manager, il doit se débrouiller tout seul. C'est-à-dire qu'il est assez grand, entre guillemets, pour se débrouiller tout seul. Un peu comme si ton fils ou ta fille à 18 ans devient étudiant et tu lui dirais maintenant c'est bon, t'es grand, t'as plus besoin de parents, tu te débrouilles tout seul. En fait, un manager de proximité, il a besoin de son manager à lui, il a besoin de son N+1, il a besoin encore d'être guidé, d'être accompagné, et comme tout collaborateur, il a besoin de feedback, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de formation. Voilà, et c'est sur cet aspect-là qu'on trouve qu'il est important d'intervenir. Mais je dirais comme même tout dirigeant, en fait, parce que les dirigeants travaillent avec d'autres dirigeants, se font coacher, intègrent des réseaux, parce qu'ils ne peuvent pas rester seuls. Enfin, si on est seul, qu'on a zéro feedback de personne, qu'on est challengé par personne, qu'on réfléchit avec personne, qu'on n'a pas, voilà. Et par rapport à ce que tu disais, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que on est dans une relation managériale. Donc c'est un petit peu hors sujet par rapport à l'expérience manager, mais enfin pour moi ça devrait en faire partie, de dire comment est-ce que le collaborateur vient aussi apporter sa part auprès du manager. C'est-à-dire qu'une relation, on est deux. Comme une relation de couple, on n'attend pas qu'il y en ait un qui prenne tout en charge et l'autre, voilà. On attend qu'on collabore, qu'on coopère, voilà. Donc ça nécessite une posture aussi du manager qui aille dans ce sens-là. Mais du coup, la reconnaissance, elle peut venir aussi des collaborateurs, aussi tout ça. Et donc c'est vrai que quand on parle d'expérience manager, ça peut être intéressant de regarder côté collaborateur, qu'est-ce que ça implique. Et donc, qu'est-ce que ça implique comme attitude? Donc, ça veut dire aussi, quand mon manager se comporte d'une manière qui ne me convient pas, comment est-ce que je lui dis? Donc, avec de la communication non violente, de manière factuelle, sans, voilà, de la même manière pour le manager. Je suis d'accord que dans des cas extrêmes, avec des managers très complexes, qui parfois, ou dysfonctionnels, c'est pas possible pour un collaborateur. Mais dans la mesure où on se situe dans cette démarche, j'imagine qu'on se situe dans une démarche vertueuse d'amélioration du management, et que du coup, je trouve que dans cette expérience, on pourrait avoir
ce côté, le rôle du collaborateur aussi. Donc manager au-dessus, collaborateur, voilà. Comment est-ce que tout le monde vient et comment est-ce que on met le manager en lien avec des pairs à l'intérieur et à l'extérieur pour qu'il ait aussi ce miroir. Donc voilà, cette expérience est un peu, enfin, je sais pas du tout ce que tu mets dedans, mais tu vois, moi comme ça en phosphorant. C'est exactement ça. Ça m'évoque plusieurs sujets, ce que tu me dis. La première chose, c'est que on a beaucoup travaillé, et on travaille encore, bien sûr, sur les questions de qualité de vie au travail. Et on a toujours dit que c'était l'affaire de tous. C'est-à-dire que la qualité de vie au travail, c'est pas une affaire de management, justement. C'est pas qu'une affaire de direction ou de RH. Tout le monde est concerné et chaque collaborateur peut et doit être acteur de la qualité de vie au travail, de sa propre qualité de vie au travail. Et dans ce sens-là, tout le monde a une responsabilité. C'est hyper important aujourd'hui de responsabiliser, de co-responsabiliser, comme tu dis, dans la relation managériale. Il y a le manager, mais il y a aussi le collaborateur. Si on veut travailler dans la confiance, le manager doit impulser quelque chose, mais il faut que le collaborateur joue le jeu de la confiance. Quand on parle de feedback, faire du feedback, aujourd'hui on en parle trop, on forme, encore une fois, on forme les managers pour qu'ils fassent du feedback, mais on devrait aussi former les collaborateurs, on devrait aussi les sensibiliser au moins au fait que eux aussi peuvent être amenés à faire du feedback à leur manager. Leur manager a besoin de savoir en fait finalement quelles sont ses pistes d'amélioration, quels sont ses points positifs, et inciter, quand on est dans une culture du feedback et à 360, inciter aussi ses collaborateurs dans son équipe à se faire du feedback entre eux. Et mais c'est vrai que même un collaborateur se doit de faire du feedback au manager, parce qu'on peut pas espérer que des choses bougent si on fait aucun feedback. Enfin, moi sans feedback, je sais pas évoluer. Hein. Oui. Je parle pas en tant que manager, je parle en tant qu'individu en fait. C'est vrai dans notre vie de tous les jours. Sans Tout feedback, c'est compliqué. On peut faire un peu d'introspection, mais enfin c'est intéressant d'avoir le feedback des autres. Ouais. Mais c'est encore trop peu instauré dans les organisations. Soit il y a une crainte, soit faire du feedback, c'est arriver à se parler de façon très objective, très factuelle et très désaffectivée entre guillemets. Et c'est vrai que souvent le problème c'est que les messages sont montés mais pas de la bonne façon. Donc c'est pour ça qu'il y aurait un intérêt à sensibiliser tout le monde à la façon de faire du feedback. Mais après, je pense que ça va aussi beaucoup avec la culture de l'entreprise, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y a une culture où on se dit les choses, où on se dit pas les choses, de quelle manière? Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'entreprises où on ne dit pas tellement ce qui dérange, en fait. C'est plus facile de parler que de ce qui va bien et de pas dire ce qui va. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant, effectivement, d'avoir ce regard sur cette expérience manager, ce regard à 360, de se dire, voilà, comment est-ce que on permet au manager d'avoir une bonne relation managériale et d'évoluer, de faire évoluer ses pratiques et positivement. Oui, c'est vraiment ça en plus. C'est à la fois d'être bien à sa place dans son rôle, mais c'est aussi de faire évoluer ses pratiques comme tu dis, de s'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs, et puis de tenir sur la durée aussi. On l'a vu après cette période de Covid, les managers sont quand même une catégorie de personnes qui ont été bien éprouvées, on va dire. Il y a beaucoup de managers qui n'ont plus souhaité manager après cette période-là. Et pourtant, l'enjeu de cette expérience manager, c'est quand même que le manager de proximité, c'est une personne essentielle dans l'organisation. C'est vrai, il a vraiment un rôle clé à la fois de transmission entre la stratégie et l'opérationnel sur le terrain. À la fois c'est aussi une clé pour pouvoir continuer à attirer et conserver les talents, puisque cette relation avec son N+1, c'est une des premières causes de départ, selon une enquête qui avait été menée par Office Vibes. Une mauvaise relation avec son N+1 serait une des premières causes de départ des talents. Donc il y a vraiment un enjeu de capter et de fidéliser les talents. Donc on a tout intérêt effectivement à prendre soin de ces managers. Et le manager, il est aussi le propre acteur de son expérience manager. C'est-à-dire qu'il a aussi un rôle à jouer, voilà, pour préserver ce que je disais tout à l'heure, ce que nous on appelle son écologie managériale entre guillemets. Et qu'est-ce qu'on met derrière? C'est aussi savoir identifier quels sont ses besoins en tant que manager et en tant que collaborateur. Quels sont à la fois ses besoins de, de reconnaissance, de challenge, de relations dans l'entreprise, et de faire en sorte que ces besoins-là soient nourris. Et à la fois ses besoins peut-être physiologiques entre guillemets, ses besoins personnels
qui vont lui permettre de garder de l'énergie sur le long terme. Parce que le risque aujourd'hui, malheureusement pour beaucoup, c'est d'arriver à l'épuisement, en fait, parce que c'est des personnes qui sont très chargées, qui ont souvent à la fois leur charge opérationnelle et à qui on demande en plus de gérer une équipe sans qu'ils aient forcément un temps dédié pour le faire. Et du coup, le risque, là, il est de l'épuisement, du burn-out. Et c'est important que les managers aussi prennent soin d'eux, entre guillemets, sachent repérer là-dedans comment ils peuvent faire en sorte de se ressourcer ou de se réénergiser régulièrement pour tenir sur la durée. Ouais. Et j'ajouterais quelles sont leurs envies, parce que ça aussi c'est un facteur pour tenir. Oui. C'est quelles sont mes envies personnelles, c'est-à-dire qui j'ai envie d'être en tant que manager, en tant que leader, à quoi j'ai envie de contribuer, comment, et du coup à partir de là, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour le faire, parce que c'est important aussi. Tout à fait. Je suis assez partisante de ces questions d'ikigai, de raison d'être, de moteur aussi. C'est hyper important d'identifier qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin. Et comme tu dis, l'envie, le moteur, il est vraiment important à la fois pour tenir sur la durée et aussi pour être un manager enthousiaste aussi, qui soit oui, optimiste. Voilà, optimiste et qui emmène son équipe. Ouais, c'est clair. Et alors, pour conclure, tu pourrais nous donner une ou deux idées. Là, si on avait envie de commencer à regarder l'expérience manager chez nous, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on regarde? Alors, je dirais qu'il y a 2 points de vue. Il y a, si on se positionne plutôt en tant que RH, pour nous, s'occuper de l'expérience manager, se lancer dans une démarche d'expérience manager, c'est d'abord définir sa culture managériale au sein de l'organisation. Quelles sont les valeurs en fait qu'on a envie que vive notre management entre guillemets et que fasse vivre notre management aux collaborateurs. Quelles sont les valeurs qu'on veut partager pour créer aussi un aspect communautaire de managers qui se reconnaissent, qui s'identifient entre eux au sein de l'organisation et puis qui vont aussi, même s'ils ont chacun leur personnalité, leur façon de faire, permettre que les pratiques soient un minimum harmonisées, homogénéisées, voilà, et que les collaborateurs n'aient pas trop de disparité entre ce qu'ils vivent d'une équipe à l'autre ou d'un service à l'autre. Donc, vraiment travailler autour de cette culture managériale, accompagner les managers, mais accompagner en se préoccupant d'eux, entre guillemets, les former, les coacher, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, le troisième pilier, c'est faire vivre cette communauté de managers. C'est les pairs, voilà, pouvoir se reposer sur ses pairs, travailler autour du co-développement, le fait de pouvoir échanger, partager les pratiques, c'est hyper important pour consolider cette expérience manager. Et puis, pour finir, si on se positionne du côté du manager, c'est comme on le disait, c'est se questionner sur finalement quels sont mes besoins, quel manager j'ai envie d'être aussi, et puis qu'est-ce que je fais pour me réénergiser, pour me ressourcer, pour être sûr effectivement de garder à la fois ma motivation, mon enthousiasme sur le long terme. Quelles sont mes forces aussi, c'est important. Voilà, chacun, on a tous des forces. Donc, quelles sont les forces sur lesquelles je m'appuie? Quels sont éventuellement les manques sur lesquels j'ai envie de me former ou j'ai besoin de me former et sur lesquels je souhaite évoluer. Super. Écoute, minute autopromo sur le dernier point, c'est ce qu'on fait dans le programme L'entreprise de demain sur le parcours devenir un manager augmenté. Donc tu vois, ça peut être tout à fait comment on dit compatible, voilà, complémentaire. Je cherchais complémentaire. Et sur ce, Camille, je vais te remercier et te souhaiter, cette fois-ci, je souhaite plus une bonne été, mais une bonne rentrée. Une bonne rentrée. Merci Delphine, en tout cas. Merci beaucoup pour ton écoute. Merci. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. À bientôt.